Samedi, c'est le départ du Tour de France et je te présente en quelques minutes le parcours. On a 21 étapes, 3333 km, 54 000 mètres de dénivelé positif. Il y aura à boire et à manger pour tout le monde sur ce type de parcours, notamment 7 étapes de montagne, 5 étapes pour les punchers accidentés, 7 de plaine et 2 contre la montre, 1 contre la montre individuelle et 1 contre la montre par équipe. La dernière semaine va être très difficile. Le parcours, il est vraiment sympa tout du long et on aura de bonnes surprises tout le temps. Je te propose un focus rapide sur chaque étape afin que tu saches à quoi t'attendre. D'abord, oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour soutenir le travail que j'ai fait. On va débuter le Tour de France par un contre-la-montre par équipe atypique de 20 km. Il y aura déjà des premiers écarts entre les favoris. La particularité de ce chrono par équipe, c'est que les temps sont pris individuellement sur la ligne. Ça veut dire qu'on prendra le temps de chaque coureur et non pas comme d'habitude sur le temps du quatrième. Perso, j'adore cette règle, si je sais qu'elle est beaucoup décriée. Le parcours dans les rues de Barcelone, il va être très nerveux et très technique. Il sera plat dans la première partie. Il se terminera par un enchaînement de deux petites bosses. D'abord la côte de Montjuic, 1 km à 5%, suivi d'une petite descente, et de la côte du stade olympique, 800 mètres à 7%. Les favoris au général, ils vont devoir terminer le travail de leur équipe et devraient soit être solo, soit entre co-leaders. Les équipes favorites pour moi, ça va être la team UAE de Pogacar, la Lidl Trek d'Ayuso et la Ineos de Kevin Vauquelin. C'est cette dernière qui sera mon pronostic. Et toi, c'est quoi ton favori? La deuxième étape, toujours à Barcelone, sera très intéressante. 172 km accidentés avec quand même 2500 mètres de dénivelé positif, surtout 3 passages sur la côte du château de Montjuic, une sorte de mur de 8 catalan, un beau bébé de 1,6 km à 9,3% de moyenne, mais quel enfer! Pour rien gâcher au plaisir, on peut s'attendre à des bordures dans cette journée, sur ces routes qui sont très ouvertes et il y a beaucoup de prises au vent, les échelons sont jamais loin. La dernière des 3 ascensions du château de Montjuic aura lieu à 4 km de l'arrivée. On aura ensuite une rapide descente et une dernière ascension vers la côte du stade olympique, 700 mètres à 7% de moyenne. Le très grand favori sur ce type de parcours, c'est évidemment Tadej Pogacar, mais il aura affaire à une sacrée concurrence. Côté français, on a notamment Paul Sexas, vainqueur en titre de la Flèche Wallonne, mais aussi Kevin Vauquelin, 2 fois deuxième, Lenny Martinez et Romain Grégoire qui sont tous les 4 excellents sur ce type de profil. Côté favori, au général, on a Jonas Vingegaard, Isaac Del Toro et Remco Evenepoel qui sont pas à écarter des débats. Au contraire de Mathieu Van Der Poel qui je pense ce sera vraiment trop dur. Et toi, c'est quoi ton prono pour cette étape magistrale? Ensuite, le tour va attaquer la montagne dès la 3e étape, mais selon moi, ça devrait faire pchit. 195 km, 3900 mètres de dénivelé positif, ok, c'est sympa. Il y a certes 2 vrais cols, notamment le col de Toz, donc 10 bornes à 6,5% en milieu d'étape, et le col du Calvaire, 11 km à 4% de moyenne, puis l'ascension vers les angles, 2 km à 6,5% de moyenne pour se terminer, seront pas assez durs pour faire des vrais écarts. On pourrait quand même avoir une lutte entre les favoris. Je m'attends plutôt à une échappée qui triomphe et pourquoi pas un nouveau coureur qui s'empare du maillot jaune de leader. Un coureur comme Pogacar pourrait volontiers lâcher. La 4e étape du Tour de France vers Foix sera une nouvelle fois une journée réservée aux échappés. On aura quand même 4 ascensions dont le col de Montségur, 7 bornes à 6,6% de moyenne, c'est quand même bien compliqué. Et il y aura 2700 mètres de dénivelé positif au total. Ça sera bien trop dur pour les sprinters mais pas assez difficile pour que les favoris se la collent. On pourrait voir une multitude de coureurs s'imposer, pourquoi pas des Français, je pense notamment à Alex Baudin ou Lenny Martinez, même si mon favori ce sera Ben Illy. L'étape 5 vers Pau, ce sera la première étape pour les sprinters avec pour seule difficulté la côte de Balex. 1 km à quand même 9% de moyenne à seulement 25 km de l'arrivée. Je pense quand même que les sprinters devraient passer, mais attention au risque de bordure toute la journée qui pourrait vraiment animer l'étape. Les favoris ce sera Jonathan Milan, Tim Merlier, Olaf Koy et Jasper Philipsen. La 6e étape du Tour de France sera pour moi la première vraie étape de montagne. 186 km avec 4100 mètres de dénivelé positif. Quelques bosses dans les premiers kilomètres devraient nous offrir un début d'étape animé et bien sympa à suivre. Avant les grandes difficultés et le col d'Aspin, 12 km à 6,5% de moyenne, suivi comme son ombre du col du Tourmalet, 17 km à plus de 7% de moyenne, dont le sommet est situé à 40 km de l'arrivée. On enchaîne après le Tourmalet avec une longue descente, puis le col de Gavarnie-Gèdre, 19 km à 4% de moyenne. Sur le papier, ça fait pas peur, mais dans les faits, c'est le pied qui en réalité en faut plat montant avant d'entamer 9 km aux alentours de 7%. Après cette étape vraiment difficile et très dense, ça devrait être à l'origine de premiers gros vrais écarts. Le favori, ça sera bien sûr Tadej Pogacar, même si j'ai hâte de voir ce que fera Paul Sexas, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel sur ce type de parcours. L'étape 7 du Tour de France, ça sera une première vraie étape de transition, 175 km sans aucune difficulté, elle sera réservée aux sprinteurs et tout autre résultat serait une énorme surprise. Exactement la même chose pour la 8e étape vers Bergerac, mais tout le contraire de la 9e étape vers Ussel. Avant la première journée de repos, on devrait avoir une vraie journée pour les baroudeurs, avec un enchaînement de montées et de descentes courtes mais piégeuses, pour un total de quand même 3300 mètres de dénivelé positif.
Sauf si un sprinter puncher comme Pedersen ou Dorian Godon veut essayer de faire contrôler l'étape, ça devrait se jouer au niveau de l'échappée et là on peut rêver grand côté français. On va arriver après cette étape à la première journée de repos. À ce moment-là, on devrait déjà avoir de premiers vrais écarts entre les favoris. Potentiellement, on aura eu plusieurs maillots jaunes différents et pourquoi pas déjà une voire deux victoires françaises. La reprise pour l'étape du 14 juillet sera vraiment très intéressante avec 167 km accidentés vers le Lioran et 3800 mètres de dénivelé positif. Ce sera donc une étape pour les punchers grimpeurs. On devrait avoir une étape explosive et palpitante avec une succession de bosses qui permettront de dynamiter la course de loin s'il y a des attaquants qui n'ont pas froid aux yeux. Ça peut sourire à un favori du général ou à une belle échappée. Et côté français, on a vraiment de belles chances de l'emporter le jour de la fête nationale. Moi, je crois fort en Lenny Martinez sur ce type de profil. Et pourquoi pas voir le champion de France, Romain Grégoire, s'imposer avec son magnifique maillot tricolore. L'étape 11 et l'étape 12 seront réservées aux sprinteurs et ne devraient pas leur échapper sauf énorme surprise. On peut espérer avoir de petites bordures, mais ça paraît pas évident vu le profil. L'étape 13 vers Belfort est toute plate pendant 150 km avant d'enchaîner deux cols dont le ballon d'Alsace, 9 km à 7% de moyenne, dont le sommet est situé à 30 km de l'arrivée après une longue descente et une petite portion de plaine. Ça devrait être pour une échappée, même s'il n'est pas impossible qu'un petit groupe d'hommes forts se joue la victoire au sprint. On va ensuite passer quelques jours dans les Vosges et cette 14e étape vers le Markstein devrait être extrêmement plaisante à suivre avec pas moins de 4 vrais cols dont le col de Hague, 11 km à plus de 7% de moyenne pour terminer l'étape. On aura quand même un total de plus de 3800 mètres de dénivelé positif, seulement 155 km, ça peut donc sourire à une échappée ou aux favoris. La 15e étape du Tour de France fait 184 km avec pas moins de 4000 mètres de dénivelé positif. C'est une des plus grosses étapes de montagne du Tour cette année qui va se terminer au sommet du plateau de Salaison, plus de 11 km à 9% de moyenne. Ça devrait être le théâtre d'une lutte entre les favoris, comme ça l'a été sur le Critérium du Dauphiné qui a aussi emprunté cette arrivée. Le favori c'est évidemment Tadej Pogačar, même si ce type d'effort correspond parfaitement à Jonas Vingegaard, et il faut aussi mentionner Ayuso et Del Toro qui ont été très bons sur cette arrivée lors du Critérium. L'étape 16 sera clairement un des moments forts du Tour de France cette année avec le seul contre-la-montre individuel de cette édition de plus de 26 km. Le parcours est vraiment très intéressant puisqu'il commence par 10 premiers kilomètres en prise à 4% de moyenne, suivi de 5 km de descente et de 9 km de plat. Il y en a donc pour tous les goûts et pour tout le monde. Le parcours est parfait pour Remco Evenepoel qui est mon très grand favori. Derrière, des coureurs comme Ganna, Vingegaard, Vauquelin, Sexas, Ayuso mais aussi Pogačar devraient être extrêmement forts sur ce type de profil. Les écarts avec les purs grimpeurs pourront être très importants et se compter en minutes. L'étape 17 c'est 175 km et 2200 mètres de dénivelé positif. C'est vraiment une drôle d'étape avec pas moins de 4 bosses dans les 80 premiers kilomètres suivi de 90 km beaucoup plus plats. Ça peut sourire à une échappée qui serait sortie en costaud ou à des sprinteurs qui seraient vraiment très bien entourés et dont leur équipe parviendrait à les ramener. En bref, c'est une étape de transition indécise comme on les aime. On va ensuite enchaîner avec la première des 3 étapes alpines de ce Tour de France avec seulement 3900 mètres de dénivelé positif en 185 km. Elle va se terminer au sommet d'Orsières-Merlette, 7 km à 7% de moyenne. Personnellement, j'espère voir une échappée s'y imposer, même si les leaders et notamment Pogačar pourront totalement tenter de la remporter. L'étape 19 fait seulement 128 km mais compte 3500 mètres de dénivelé positif. On aura 2 cols en début d'étape pour permettre à l'échappée de se former, dont le très difficile col du Noyer, 7 km à 8,5% de moyenne. S'en suivra ensuite une belle phase de transition de 60 km, suivi de l'enchaînement Ornon-Alpe d'Huez, 14 km à 8% de moyenne, qui devrait être une nouvelle fois le terrain d'une lutte entre les favoris. Et la 20e étape du Tour de France semble tout droit sortie des enfers avec 170 km, 5400 mètres de dénivelé positif. Les coureurs vont être en prise toute la journée avec notamment un premier col de première catégorie, le très difficile Télégraphe, 12 km à 7% de moyenne, surtout 3 cols hors catégorie, d'abord la Croix de Fer et ses 24 km interminables, puis le col du Galibier, 18 km à 7% de moyenne et ses passages délirants à plus de 2600 mètres d'altitude. Enfin, le col de Sarenne, 13 km à 7% de moyenne. Même avec une marge conséquente, le Tour pourrait basculer sur cette étape titanesque qui devrait malheureusement pas pouvoir échapper aux favoris. Et la dernière étape sera comme d'habitude vers les Champs-Élysées, 130 km, une première partie en défilé et une seconde partie en circuit qui comptera maintenant la classique triple ascension de Montmartre.
Le dernier sommet sera situé cette fois à 15 km de la ligne d'arrivée, rendant peut-être possible le passage des sprinteurs. Ça sera une nouvelle fois très sympa à suivre dans tous les cas, et surtout que cette année, c'est Julien Alaphilippe qui va s'y imposer. Voilà pour ce gros profil du Tour de France 2026. Dis-moi ce que tu penses du parcours et qui sont tes favoris. D'ailleurs, au passage, like la vidéo et abonne-toi car je vais pas tarder à sortir mon top 10 des favoris. Allez, on se retrouve très vite.